Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en 2 heures sur Voltaire? Voltaire, il représente son siècle. Il est né sous Louis XIV, il est mort sous Louis XVI, il représente tout le XVIIIe siècle à lui tout seul. Il est né en 1694, donc le siècle, le grand siècle a encore quelques années devant lui. Il est mort en 1778, le siècle le règne de Louis XVI est déjà commencé depuis 4 ans. Comment peut-on résumer Voltaire? Tout a été écrit sur Voltaire, absolument tout. Les gens qui s'opposaient à Voltaire ont commencé à écrire et à parler sur lui et contre lui, qu'il était encore vivant et même encore fringant. Donc, c'est un petit peu difficile d'imaginer ce qu'on puisse trouver d'original à dire. J'ai envie de vous parler de la façon dont je l'ai découvert. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de Voltaire? Parce que je suis tombé de haut. Je suis tombé de haut en découvrant, en croisant Voltaire au cours de mes études, enfin de mes recherches, j'ai découvert qu'il était non seulement pas ce qu'on nous en avait dit, mais c'était quasiment le contraire, donc c'est gênant. Et j'ai eu l'impression, en lisant beaucoup d'écrits qui ont été faits sur Voltaire, que ça tourne toujours en rond, c'est-à-dire que les gens qui écrivent sur Voltaire écrivent à des gens qui sont déjà convaincus que Voltaire c'était pas bien, alors qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, à essayer de passer au grand public, ce que fut réellement Voltaire, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement éloigné de l'image positive qu'on nous en montre. Par où commencer? Je vais déjà commencer par vous dire ce que ça m'a coûté d'essayer de parler de Voltaire. Je suis rentré en communication il y a quelques années. Alors non, d'abord, avant de vous raconter comment je me suis fait insulter publiquement parce que je critiquais le grand homme, je voudrais vous dire que comment j'ai découvert Voltaire, c'est un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je ne cherchais pas à faire quelque chose sur lui. J'ai travaillé sur Damien. Damien est un monsieur qui a été écartelé en 1757 pour avoir fait une estafilade dans le dos du roi. Et le dossier Damien est la chose que je connaissais au moment où je faisais mes études le mieux, c'est-à-dire que j'ai vraiment concentré toute ma recherche sur Damien. Et après j'ai lu ce que Voltaire en avait écrit. J'ai dit mais c'est pas possible, pourquoi il raconte des cracks comme ça? Je veux dire c'est n'importe quoi. Il disait vraiment n'importe quoi. Et j'ai ensuite étudié d'autres sujets, et quand je regardais ce que Voltaire disait des sujets en question, je voyais qu'en fait Voltaire disait systématiquement le contraire de la réalité. J'en étais arrivé à une formule: quand vous voulez savoir comment un événement ne s'est pas passé, regardez ce que Voltaire en a dit. Et ça marche à peu près à tous les coups. Alors bon, Voltaire, c'était un menteur, il le disait, mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai un jour. Il avait une formule très jolie, il disait, le mensonge n'est un mal que quand il fait du mal. Si c'est pour la bonne cause, mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai un jour. Je veux dire que la vérité, c'est pas pour les gens de bien, et lui, il faisait partie des gens de bien, comme disait Guillemin. Donc, j'ai essayé, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était Voltaire, mais je commençais seulement au fur et à mesure que je faisais mes études. J'ai appris mes études sur le tard. Hein. J'ai appris mes études en 2001, le 11 septembre 2001, date mémorable. L'Amérique s'en est parmise. Quand j'ai commencé à découvrir ce qu'était Voltaire, j'ai voulu chercher, c'est le moment où je me suis véritablement lancé à essayer de trouver des gens avec qui discuter sur Internet. Hein. J'ai essayé d'ouvrir la discussion avec des gens qui étaient très voltairiens, très pro-Voltaire, et j'ai essayé de dire, écoutez, regardez, Voltaire il a dit ci, Voltaire il a dit ça, et je me faisais envoyer au plot. Enfin, je tombais vraiment sur des gens qui ne voulaient pas discuter. Puis un jour, je suis tombé sur un type tout à fait laïcard, tout à fait militant, laïcard, républicain, et je commence à discuter avec lui, puis à un moment donné, vraisemblablement, je dis quelque chose je dis une chose sur Voltaire à laquelle il ne pouvait pas répondre, et il me renvoie sur une de ses collaboratrices. J'ai pris une volée de bois vert, je me suis fait dire, alors de telle sorte que tout le monde puisse lire, votre haine de Voltaire vous aveugle, votre dévotion au catholicisme et à l'ancien régime ne lui pardonne pas de nous avoir débarrassés des superstitions, de l'inquisition et du fanatisme, et d'avoir contribué à la Révolution française avec ses conceptions d'égalité et de liberté insupportables aux yeux de vos pareils. J'ai presque envie de dire de votre race. Voltaire vous dérange et vous voudriez le tuer. L'ignorance et l'idéologie hargneuse sont les seuls responsables de cette haine de Voltaire. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'essaie de discuter avec des gens pour leur dire, attendez, c'est peut-être pas ce que vous avez dit, et je me fais insulter là. Je me fais juger sur les sentiments qu'on m'attribue. Enfin, je veux dire, c'est grotesque, votre haine vous aveugle. Ma haine, je ne sais pas si vous m'avez regardé, je ne suis pas vraiment une haineuse. Enfin bon, ma haine de Voltaire. En plus de ça, on m'a reproché un jour de haïr Voltaire. Je vais vous dire, non, franchement, je ne peux pas le haïr parce qu'il me sert trop. J'ai beaucoup de plaisir chaque fois que je le croise. Je me dis, je vais pouvoir en remettre une louche.
j'ai pas essayé de me défendre sur ce site internet, parce que quand on me dit que ma haine m'aveugle et que mon ignorance et que mon idéologie hargneuse sont bon, on ne discute pas avec des gens comme ça, c'est une fin de non-recevoir, c'est pas comme ça qu'on discute. Mais donc j'ai entretenu la conversation avec quelqu'un d'autre sur le site qui m'a dit « Oui, c'est vrai, vous avez raison sur ci, sur là, mais j'espère au moins que nous sommes d'accord pour reconnaître en Voltaire un défenseur de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. » C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous avait admis que Voltaire, il n'était pas tout ce qu'on a dit, il faut encore qu'on admette ça. Mais ben non, je suis désolé, non. Non, je ne veux pas reconnaître que Voltaire fut le défenseur ni de la liberté de conscience, ni de la liberté d'expression, parce que c'est pas ça que j'ai rencontré. Donc Voltaire nous est présenté partout, et à l'université également, comme un homme courageux, tolérant, partisan de la liberté d'expression, humain, enfin bref, comme un modèle. Bon, vous connaissez la célèbre phrase « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Il n'a jamais dit ça, d'accord? Je pense que maintenant c'est admis qu'il n'a jamais dit ça. Il faut savoir qu'il n'a jamais dit ça, c'est une invention. Et non seulement Voltaire n'a jamais dit ça, mais il a fait exactement le contraire. Si vous saviez la longue liste des gens qu'il a fait embastiller, parce qu'il avait le bras très très long. Donc non, Voltaire n'a jamais dit une chose pareille. Et le Voltaire que j'ai découvert, c'est le Voltaire que, au fil des ans, beaucoup de gens ont découvert avant moi. Et ces gens-là n'ont simplement pas la parole. Vous me la donnez, je vais vous communiquer. Je vous assure, je ne suis pas la première. Je pense que je ne suis pas la dernière non plus. Mais disons que j'ai une petite audience par l'intermédiaire d'égalité, réconciliation et de vous les jeunes. Donc je vais vous en faire profiter. Mais croyez bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens avant moi qui se sont escrimés à essayer de faire passer la vérité sur ce triste sillon. Alors, je vais vous parler de qui était Voltaire pendant sa jeunesse. Enfin, pas de qui était Voltaire, je ne vais pas vous le résumer, je vais vous faire en quelques touches des citations de Voltaire. C'est Voltaire qui parle le mieux de Voltaire. Pendant la Régence, alors qu'est-ce que c'est que la Régence? En 1715, début du XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle qui commence à la mort de Louis XIV. Louis XIV meurt le 1er septembre 1715, et une régence s'installe, c'est-à-dire c'est le neveu de Louis XIV qui, pendant la minorité du petit roi, il a 5 ans, le petit Louis XV a 5 ans, la régence, le neveu du roi, entre 1715 et 1723, va assurer la régence. Et la régence est une période tout à fait truculente, amusante, quelquefois violente, en tout cas très très intéressante, et c'est l'époque de la jeunesse de Voltaire. Alors, il y avait à l'époque de la Régence, c'était une époque de ce qu'on a, c'était même pas encore le libertinage, c'est une période de licence, vraiment, au niveau des mœurs. Le régent était un osseur, l'abbé Dubois était un osseur, tous les gens faisaient, c'était orgie, beuverie et tout ce que vous voulez, avec certaines limites quand même, mais vous avez des gens qui ne connaissaient pas de limites, c'était notamment les princes. Et il était extrêmement difficile de poser des limites aux princes. Le roi Louis XIV, alors les princes, c'est-à-dire la famille du roi, le roi Louis XIV les avait plus ou moins laissé faire leurs frasques dans la mesure où pendant ce temps-là, il ne s'occupait pas de politique, mais il y avait... Au moment, Louis XIV avait quand même suffisamment d'autorité pour poser des limites. On peut dire que le régent en a eu nettement moins, et il y avait un prince qui s'appelait le prince de Conti. Il était tellement abominable qu'on l'avait surnommé le singe d'air. Alors c'était bon physiquement, c'était pas de sa faute, il était hideux au poussant, contrefait, bossu, crochu, flasque, plantique, de verrues, mais c'était un sadique. C'était un sadique qui s'amusait. Qu'est-ce que c'est qu'un sadique? Sade n'était pas encore né, puisqu'il est né en 1740, mais on pouvait être sadique avant la lettre. Et le prince de Conti était ce qu'on appelle un sadique, c'est-à-dire un type brutal qui tirait jouissance des atrocités qu'il pouvait commettre. Et notamment la princesse Palatine, qui était la mère du régent, raconte qu'un jour dans un bal, les Parisiens allaient beaucoup au bal, Paris était une ville où les gens allaient au théâtre, ils allaient au bal, ils s'amusaient énormément. Et les princes et la population se coudoyaient pas mal à l'occasion de certains bals. Et on a vu le prince de Conti à un bal s'amuser à prendre une jeune fille de 14 ans qui était avec sa mère. Il s'est assis sur une chaise, il a coincé la jeune fille entre ses jambes serrées et il l'a giflée à tour de bras jusqu'à ce que le sang lui coule du nez et de la bouche. En rigolant. La mère, complètement affolée, essayait de l'arrêter, c'était le prince de Conti. Les gens autour reconnaissant le prince de Conti, personne n'a moufté. Et il n'a lâché la fille qu'au moment où il a pu rigoler, un que je m'y connais a envoyé des chiquenaudes. Ce monsieur était intouchable, c'était le prince de Conti. L'affaire la plus affreuse concernant le prince de Conti a eu lieu en 1716. Le prince était allé dans un bordel,
Et il avait réclamé à avoir une fille, une gamine de 15 ans. Je crois savoir qu'elle avait 15 ans. Et il a demandé à coucher avec elle. Et la mère Macrel lui a dit, pas elle. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est... elle était vérolée, je ne sais pas si elle était vérolée, elle avait attrapé quelque chose, disons qu'elle n'était pas saine. Et le prince a insisté. Il voulait absolument coucher avec elle parce qu'elle lui plaisait. Ce qui devait arriver arriva. Quelque temps après, le prince s'est rendu compte qu'il avait attrapé ce qu'il ne fallait pas. Et il est revenu pour se venger. Je ne vous dirai pas ici la façon abominable dont ce monstre a usé pour tuer cette gamine. C'est une atrocité dont je ne veux pas me salir la bouche. Si vous voulez rechercher sur Internet, ça s'appelle l'affaire Montrival, touchant le prince de Conti en 1716, vous pouvez trouver ça. Moi, je ne supporte pas, rien que, je veux dire, si je vous le raconte, je vais être obligé de me faire un dessin, je ne veux pas. Tout le monde a été révulsé, mais comme c'était le prince de Conti, on ne pouvait pas y toucher. Et Voltaire a écrit « Conti, digne héritier des vertus de ton père, toi que l'honneur conduit, que la justice éclaire, qui sais être à la fois et prince et citoyen, et peut de la patrie être un jour le soutien, reçois de ta vertu la juste récompense. Mais pourquoi vais-je ici de ton honneur jaloux, à tes yeux éclairés, retracer la peinture des vertus qu'à ton cœur inspira la nature? Elles vont chaque jour chez toi se dévoiler, plein de tes sentiments, c'est à toi d'en parler, ou plutôt c'est à toi que tout Paris contemple, à nous d'en parler moins qu'à nous donner l'exemple. » C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde est révulsé par les atrocités du prince de Conti, Voltaire comprend que ce gars-là est suffisamment puissant, c'est à lui qu'il faut tresser les couronnes, c'est à lui qu'il faut faire des vers. C'est sa protection qu'il faut aller chercher, il l'a eu et il a fait une belle carrière. Voltaire, il était quoi? Il était poète à l'époque, c'était un fils de notaire, il aurait dû faire du droit et devenir comme son papa, il n'a pas voulu, il voulait fréquenter les altesses, les duchesses et les princes. Et il savait faire quelque chose qu'il avait appris chez les bons pères, puisqu'il avait fait ses études chez les jésuites à Louis le Grand, à Paris, et il voulait absolument être poète. Donc un poète, ça vit comment? Eh bien, en faisant en léchant les bottes, disons, des puissants. Il l'avait fait pour le prince de Conti, il l'a fait par ailleurs, et vous allez voir qui. Le régent, au moment où il est arrivé au pouvoir, a trouvé une situation financière de la France absolument catastrophique. C'est-à-dire que l'argent manquait, l'État était endetté, l'État n'arrivait pas à faire face à ses dépenses. Et il a été décidé, parce que le régent, Philippe d'Orléans, était un homme à la fois juste et d'une certaine rigueur, on ne peut pas dire morale sur le plan personnel, mais au niveau de la gestion des affaires, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a créé une chambre de justice, c'est-à-dire qu'entre mars 1716 et mars 1717, il a donné 1 an à tous les gens qui s'étaient enrichis sur les guerres précédentes il leur a donné 1 an pour rendre compte de l'état de leur fortune. Et il a créé une chambre de justice qui a jugé tous les gens soupçonnés, à juste titre dans la plupart des cas, d'avoir spéculé sur les fournitures de guerre, d'avoir spéculé sur le blé, d'avoir spéculé sur le malheur des gens, c'est-à-dire de s'être enrichi indûment. Je ne sais pas si vous savez, mais les dernières années du règne de Louis XIV ont été terribles, parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des drames climatiques, il y a eu un hiver absolument épouvantable en 1709, etc. Vous avez eu des périodes où le peuple a vraiment énormément souffert de la situation à la fois naturelle et politique. Et pendant ces périodes-là, vous avez des gens qui se sont horriblement enrichis. Dès qu'il y a de la misère, des gens s'enrichissaient parce qu'ils savaient qu'il y avait des besoins qu'on allait pouvoir satisfaire en accaparant, par exemple, des blés, des subsistances ou des fournitures. Et le régent a décidé de faire rendre gorge à ces gens-là. Et vraiment, ça a été la chasse aux malversations. Il y a déjà eu des rois, je ne sais pas lesquels, mais qui ont fait des entreprises de ce type-là. C'était demandé par l'opinion publique. Quand on disait aux gens il faut se serrer la ceinture, les gens disaient d'accord, mais allez chercher l'argent aux riches. Et les riches qui s'étaient indûment enrichis. Alors les résultats ont été assez minces en matière de finances publiques, mais il y a eu quand même des très très jolis scandales. Et vous avez des gens qu'on a arrêtés, mais c'est sans distinction. Vous avez des hauts magistrats qui ont été arrêtés en pleine rue, menés en prison. Il y a des gens, on est allé chercher dans leur cave, on a trouvé des sacs de diamants, enfin, c'est fou, ça a été une entreprise de grand nettoyage et pour faire rendre gorge aux malfaisants. Et là, Voltaire s'est insurgé. Il a écrit « Une ordonnance criminelle veut qu'en public chacun révèle les opprobres de sa maison. Et pour couronner l'entreprise, on fait d'un pays de franchise une immense et vaste prison.
Quel gouffre sous mes pas s'en trouve, quel spectre me glace d'effroi. L'enfer ténébreux se découvre, c'est Tisiphone, je la vois. Tisiphone, c'est une furie, une divinité féminine malfaisante, genre un peu féminin. La terreur, l'envie et la rage guident son funeste passage, des foudres partent de ses yeux, elle tient dans ses mains perfides un tas de glaives homicides dont elle arme des furieux. Les furieux étant les agents du roi qui vont chercher des voleurs. Hein. Vous rendez compte contre quoi ils s'insurgent. Tout cède à l'horrible tempête, s'il tombe une tête coupable, on égorge 1000 innocents. Vous vous rendez compte? Attendez, on recherche des voleurs et des prévaricateurs, et lui, il trouve que il estime que quand on en trouve un, on en égorge 1000 qui n'ont rien fait. Et il appelle à la rébellion. On prépare 89, tenez-vous bien. Vieille erreur, respect chimérique, sortez de nos cœurs mutinés. Chassons le sommeil léthargique qui nous a tenus enchaînés. Peuple, s'adresse au peuple, que la flamme s'apprête, j'ai déjà, semblable au prophète, percé le mur d'iniquité, volé, détruisez l'injustice, saisissez au bout de la lisse la désirable liberté. Voltaire en appelle à l'insurrection contre les salauds qui veulent s'en prendre aux riches. Pas aux riches voleurs. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire payer les riches, mais les riches voleurs, les gens qui avaient volé. Voilà comment Voltaire a fait. Alors pourquoi est-ce que Voltaire a écrit ça? Pour le compte de qui? Pour le compte des frères Paris, qui étaient des gens qui ont fait une très très belle carrière également dans le siècle, qui étaient à l'origine, comme Voltaire d'ailleurs, des fournisseurs de guerre, qui sont devenus banquiers, et qui ont banqué pour la royauté, qui ont fourni la Pompadour au roi, enfin des gens absolument, qui portent une responsabilité extrêmement grave dans l'endettement tragique du royaume. Ils ont été les banquiers du roi, ils ont été les banquiers de la bourgeoisie, ils étaient les banquiers, pas les banquiers de Voltaire. Voltaire, il avait comme banquier Tronchin, enfin disons qu'ils étaient complices dans toutes les bonnes combines pour s'enrichir indûment sur le pain du peuple et la sueur du peuple. Voilà pour la jeunesse de Voltaire. Alors, on me dit que Voltaire était pour la liberté d'expression. Alors, il y a quelqu'un, il y a plusieurs personnes pendant le siècle qui ont eu à souffrir de la conception qu'avait Voltaire de la liberté d'expression. Vous avez d'abord un monsieur qui s'appelait Lefranc de Pompignan. Lefranc de Pompignan a voulu rentrer à l'Académie en remplacement de M. Maupertuis. Maupertuis était un savant, c'était également un écrivain, il était académicien. Voltaire détestait Maupertuis, parce que Voltaire détestait beaucoup de gens. Et Lefranc de Pompignan a fait, au moment où il a été reçu, lui, à l'Académie, un discours d'éloge de Maupertuis, dans lequel il a critiqué sévèrement, mais avec des mots pesés. J'ai lu tout à fait le discours de Lefranc de Pompignan, où il a mis en cause le mouvement des Lumières. Le mouvement des Lumières, c'était un mouvement qui faisait beaucoup de bruit. C'était l'encyclopédie, c'était Diderot, c'était D'Alembert, c'était tous ces gens-là. Le mouvement des Lumières, c'était un mouvement qui, dans ce qu'on appelait la République des Lettres, a fait beaucoup de bruit. Et Lefranc de Pompignan n'aimait pas, parce que c'était un catholique fervent, il n'aimait pas la façon de faire des Lumières, et il a fait un discours d'introduction dans lequel il a pris position, ce que les autres ne se gênaient pas pour faire. Voltaire a tellement harcelé Lefranc de Pompignan de ses libelles, de ses moqueries, c'est une ignominie ce qu'il a pu écrire. Lefranc de Pompignan a été obligé de quitter Paris. Il ne pouvait plus vivre à Paris. C'est-à-dire qu'une campagne haineuse de Voltaire a fait en sorte que Lefranc de Pompignan soit obligé de déménager. Alors ça, c'est pour la liberté d'expression. Il y a un autre personnage qui est, à mon avis, encore beaucoup plus sympathique à mes yeux que n'a été Lefranc de Pompignan. C'est pas que Lefranc de Pompignan a été à mes yeux antipathique, simplement c'est que je ne l'ai pas approché par la lecture, alors que j'ai un peu plus approché Élie Fréron. Élie Fréron était un monsieur qui avait la passion de la littérature, et il avait appris ce qu'on appelle la critique littéraire auprès d'un monsieur qui s'appelait l'abbé Desfontaines, qui lui avait expliqué comment on pouvait, à partir d'un texte, d'une pièce de théâtre, d'un roman, d'un livre, rédiger une critique littéraire qui soit à la fois un éloge de ce qui est bien fait, une critique de ce qui l'est moins, et qui permette de tirer, disons, la littérature vers le haut, et surtout de donner envie aux lecteurs de lire les livres en question, de la critique littéraire, voilà. Et Élie Fréron était critique littéraire. Et il avait une formule qui disait « Parcere personis, dicere de vitis ». Ça veut dire épargner les personnes, mais dénoncer leurs défauts. C'est-à-dire jamais d'attaque ad hominem. Le principe de Fréron a été de dire, si, et ça s'est vérifié dans beaucoup de
situation. Monsieur de Voltaire, admettons, je ne peux pas le sentir, il fait une pièce qui est bien, là je dis ça c'est bien, même si je l'aime pas. Et Monsieur Tartampion, que j'aime beaucoup, là franchement, son truc, il pourrait s'améliorer, c'est vraiment de la critique littéraire. Épargner les hommes et mentionner leurs défauts. Voltaire n'a jamais supporté qu'on critique ses œuvres. Jamais. C'est-à-dire qu'il a considéré Élie Fréron comme un ennemi personnel. Voltaire ne supportait pas qu'on le critique. Or, Voltaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne suis pas moi tellement intéressée au théâtre pour pouvoir en parler, mais j'ai connu une amie qui est réalisatrice de théâtre, elle est dramaturge, elle est à la fois actrice, réalisatrice, auteure. Elle me dit, j'ai essayé de monter du Voltaire, c'est impossible. C'est-à-dire que, et Voltaire a fait tragédie sur tragédie, il a passé toute sa jeunesse à écrire des grands poèmes épiques ou des tragédies. Elle me dit, c'est absolument illisible, c'est injouable, c'est mauvais. Bon. Or, Élie Fréron faisait de la critique, donc quand il disait, ça c'est bien écrit, il disait, ça c'est bien écrit, mais quand ça c'est absolument ni fait ni à faire, il ne se privait pas pour le dire. Il avait un style, j'ai pas mal lu de trucs de Fréron, il avait un style un peu mordant, ironique, mais toujours respectueux. Alors jamais d'injures, mais toujours respectueux, assez malin quand même, hein. C'était pas la blanche colombe, mais toujours dans les règles de la bonne conduite et des bonnes manières. Et ça vraiment, il ne s'en est jamais départi. Voltaire était absolument furieux contre Fréron. Il a écrit un truc, il a dit l'autre jour au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron, parce qu'il fallait dire Jean pour faire la rime, il s'appelait Élie quand même. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Bon, c'est totalement gratuit, je veux dire. Bon, alors c'est drôle. Ça, Voltaire savait faire. Faire rire les gens aux dépens des gens. Vous savez comment il a fait partir le franc de Pompignan? En le ridiculisant. C'est-à-dire qu'il a raconté des telles horreurs sur le franc de Pompignan que les gens qui le croisaient riaient. C'est-à-dire qu'il l'a déshonoré par le ridicule. Et Voltaire, quand il écrit ce petit poème sur Élie Fréron, c'est le ridicule qu'il veut obtenir, le serpent qui crève. Et Fréron a été plus malin, parce qu'il connaissait l'origine du poème, il savait que c'était pas de Voltaire, que c'était un plagiat. Donc il a, dans son édition suivante, il a ressorti l'origine. Bon, moi j'ai vu un texte de Voltaire qui disait, quand Fréron est allé toucher l'héritage d'une de ses tantes, le montant de l'héritage était coquet, quand on sait le métier que faisait la tante, elle se prostituait, etc. Mais attendez, tout était bon. C'est rigoureusement gratuit. C'est de la diffamation vis-à-vis de quelqu'un qui est mort, c'est de la diffamation vis-à-vis de Fréron. Puis c'était faux en plus. Tu dis machin a touché un héritage, oh bah évidemment, machine, là, elle a écumé tous les... Non mais attendez, c'est vraiment ignoble. Et Fréron a toujours fait front. Et Fréron écrit, je vais vous le citer. Les philosophes, Monsieur de Voltaire à leur tête, crient sans cesse à la persécution. Et ce sont eux-mêmes qui m'ont persécuté de toute leur fureur et de toute leur adresse. Je ne vous parle plus des libelles abominables qu'ils ont publiées contre moi, de leur acharnement à décrier ces malheureuses feuilles. Les feuilles, c'est l'année littéraire, hein, c'était son journal. De leurs efforts pour me rendre odieux au gouvernement, de leur satisfaction lorsqu'ils ont pu réussir à me faire interdire mon travail et quelquefois même à me ravir la liberté de ma personne. Ça, c'est vrai. Voltaire a réussi à faire interner Fréron à la Bastille. Alors, les raisons en étaient simples. Vous aviez besoin, pour pouvoir éditer une feuille, d'avoir une autorisation en bonne et due forme. Ça passait par un censeur, enfin je vous raconterai ça dans une minute. Et quelquefois, quand les formes n'étaient pas respectées, vous aviez des tolérances. C'est-à-dire que bon, vous n'aviez pas tout ce qu'il fallait, mais le ministre passait outre, et Voltaire est allé voir la police en disant, lui, là, vous savez, il n'a pas son autorisation, et vous savez, il a donné l'adresse, Voltaire a donné l'adresse aux flics pour expliquer que monsieur Machin, il publiait sans autorisation, et que ça méritait la Bastille, et Fréron a été embastillé, alors qu'il avait femme et enfant, et qu'il ne vivait que de ça. La liberté d'expression. Donc, pour pouvoir publier son année littéraire, finalement, la situation de Élie Fréron s'est arrangée, il a eu un censeur, c'est-à-dire qu'il allait voir le ministre, et le ministre se mettait avec lui pour désigner un censeur. Et un censeur, c'était quelqu'un qui lisait un texte avant parution pour dire c'est conforme aux bonnes règles, aux bonnes mœurs, à la loi. Enfin, la censure passait et on pouvait choisir un censeur. Si le ministère agréait le censeur pouvait être désigné, ça pouvait être vous, ça pouvait être moi. Le censeur n'ayant pas intérêt à se tromper puisque lui-même répondait à un certain nombre de critères qui étaient les bonnes mœurs, les bonnes manières, voilà, enfin l'idéologie dominante.
Donc c'est comme ça que ça se passait. Ça se passait par un censeur. Et le censeur de Élie Fréron était agréé par les autorités, mais il était harcelé par les Lumières, harcelé. Chaque fois que Fréron faisait une critique de quelque chose, de quelqu'un... Alors, je vais vous dire la secte, ne croyez pas que j'accuse moi les Lumières d'avoir été une secte, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Hein, on disait la secte des philosophes, la secte des encyclopédistes, la secte des jansénistes. C'était pas franchement amical, mais c'était très courant. Et donc Fréron dit qu'il a été harcelé, pas lui, le censeur était harcelé par la secte dès qu'il laissait passer une critique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens des Lumières et Voltaire en tête auraient voulu que le censeur se fasse leur porte-parole. Et le censeur n'était pas là pour ça. Alors au bout d'un moment, le censeur, il a dit, écoutez, moi j'en ai marre, je ne peux pas être harcelé comme ça, je rends mon tablier. Alors Fréron est allé voir le ministre et il lui a dit la chose suivante. On va choisir, vous allez choisir un censeur, mais je ne le connaîtrai pas. C'est-à-dire que on va trouver un médiateur qui portera mes papiers au censeur, que je ne connaîtrai pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Le ministre dit d'accord. D'accord, c'est très bien comme ça. Donc le système fonctionne, Fréron écrit ses textes, les donne au médiateur, le médiateur va les porter au censeur, le censeur les porte à l'imprimerie, ça passe, le texte est censuré, il est passé, et la secte continue de pousser des hurlements. Et chaque fois que le censeur n'était pas connu, mais la secte à chaque fois se remanifestait en disant que c'était un scandale. Et alors je reprends le témoignage de Fréron. Il dit « Ce cruel manège a duré près de 4 ans. » Ah non, le médiateur a fini par démissionner. Le médiateur a fini par démissionner. Et chaque fois que le censeur laissait passer quelque chose, c'est le médiateur ce coup-ci qui prenait. Donc il a fini par démissionner. Alors on en a trouvé un autre. Ce cruel manège a duré près de 4 ans. Enfin, j'y soupçonnais quelques mystères. Ah non, attendez, j'oublie un truc. On trouve un nouveau médiateur et brusquement, tous les textes, dès qu'il s'agit des Lumières, ne passent plus. Censuré. Or, Élie Fréron écrit toujours de la même manière. Donc il dit, on a trouvé un médiateur, le médiateur en a marre, on en trouve un autre, et brusquement tout s'arrête, il n'y a plus moyen de publier quoi que ce soit. Et pendant 4 ans, chaque fois que Fréron a écrit des choses qui les plaisaient aux Lumières, son texte était refusé. Ce cruel manège a duré près de 4 ans. J'y soupçonnais quelques mystères. Il ne me paraissait pas naturel qu'il y eût en France un censeur assez déraisonnable pour condamner des critiques quelquefois un peu vives à la vérité, mais toujours renfermées dans les bornes prescrites. C'était ça le principe de la censure. Il y a des bornes. Voilà. On est dans les bornes prescrites. Ça passe, on n'y est pas, ça passe pas. Et encore, ça passe pas, ça peut toujours se corriger. Hein. Un texte qui ne passe pas, il n'est pas envoyé au feu. On peut simplement dire, bon, mais là, vous retirez ça. Je confiais ma pensée, toujours Fréron qui passe, je confiais ma pensée au magistrat, sage, honnête, intègre autant qu'éclairé, qui, sous les ordres de monsieur le chancelier, veille aujourd'hui sur le département de la librairie. Il daigna m'écouter avec intérêt et promit de me rendre justice. Je lui laissai tous les articles qu'on avait impitoyablement proscrits. Il les fit passer à mon censeur, accompagné d'une lettre par laquelle il lui demandait pourquoi il ne les avait pas approuvés. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Le censeur les avait jamais lus. C'est-à-dire que le deuxième médiateur était un homme de la secte, et il avait impitoyablement empêché le censeur d'avoir accès au texte de Fréron. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression et la liberté de conscience, j'imagine. C'était les façons de faire. Alors Fréron termine en disant « Je saisis cette circonstance pour solliciter qu'on me permît de connaître mon approbateur et de lui adresser moi-même mes ouvrages, ce qui me fut accordé. Et l'année littéraire a pu recommencer à critiquer les textes émanant de ces messieurs. » C'est évidemment pas ce qu'on nous dit sur la liberté d'expression et la liberté de conscience. Donc Voltaire a vraiment tout fait pour se débarrasser de Fréron. Fréron n'était pas facile à éliminer parce que d'abord il avait beaucoup de talent, il avait beaucoup de lecteurs, beaucoup de lecteurs, et il avait des protecteurs. Il avait des protecteurs qui disaient, mais attendez, ce monsieur Fréron fait un bon travail, Voltaire est bien excité, mais bon, c'est tout, Fréron restera en place et l'année littéraire a continué de paraître pendant longtemps, mais avec quand même beaucoup de soucis. Par 2 fois au moins, Voltaire a réussi à faire emprisonner Fréron. Emprisonner, c'est embastiller. Alors la Bastille, n'allez pas vous imaginer que c'est une écume basse-fausse, c'était vraiment la prison de luxe
de vraiment être embastillé. Bon, pour un journaliste comme Fréron, évidemment, être embastillé quand on a une femme et des enfants à nourrir et qui n'ont que vous, c'est quand même un drame. Mais bon, on ne les torturait pas, ils étaient bien nourris. C'était pas le Châtelet. Le Châtelet, c'était une prison affreuse. Mais la Bastille, c'était vraiment un séjour tout à fait... vous n'étiez pas déshonoré d'être passé par la Bastille. Voilà. Maintenant, je vais vous dire ce que Voltaire a écrit dans Candide, qui est quand même son œuvre la plus célèbre. Candide, c'est paru en 1759. Tout le monde nous ressort Candide, dans lequel on dénonce ceci, on dénonce cela. Et Candide est l'œuvre de Voltaire qui fait connaître Voltaire sur la planète entière. Je veux dire, si dans un pays quelconque on apprend le français et que dans une classe on veut apprendre Voltaire, c'est Candide qu'on apprendra. Voilà ce que j'ai trouvé dans Candide. Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui disait tant de mal de la pièce où j'ai tant pleuré et des acteurs qui m'ont fait tant de plaisir? C'est un mal vivant, répondit l'abbé, qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Il hait quiconque réussit, comme les eunuques haïssent les jouissants. C'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange, de venin. C'est un folliculaire. Qu'appelez-vous folliculaire, dit Candide? C'est, dit l'abbé, un faiseur de feuilles, un fréron. C'est-à-dire que la haine de Voltaire est passée à la postérité ad aeternam. Il a fait passer Fréron, et moi jusqu'à ce que je lise Fréron et que je m'intéresse à la vie de ce monsieur, j'ai cru que c'était un odieux, puisque Voltaire en faisait du mal. Fréron était un honnête journaliste qui a été martyrisé jusqu'à la mort. Il en est mort. Il en est mort à un moment donné. Il y a eu un coup de trop et il a fait une attaque. Bon, il mangeait de trop aussi, mais il a vraiment... Non, mais vraiment, il a eu à un moment donné, il a dit là, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il y a eu des pièces de théâtre faites contre lui, il y a eu des cabales faites contre lui. Un jour, la femme de Fréron, à une pièce de théâtre, s'est évanouie. Tellement il racontait d'horreur, il sifflait et tout, simplement parce qu'il passait. Ça a été une tyrannie. Je ne vois pas comment on peut prétendre que ce monsieur a défendu quelque liberté d'expression de qui que ce soit. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Maintenant, je vais vous parler de Voltaire, le travail et l'argent, parce que là, il y a des choses quand même très intéressantes. Ça, c'est dans la vie de Voltaire. Alors, il y a plusieurs choses sur Voltaire. Il y a plusieurs sources. Elles sont multiples, il y a des dizaines de milliers de pages. Mais il y a sur Voltaire deux sources. Il y a ce qu'il écrit pour le public, c'est-à-dire ce qu'il veut qu'on croie, et ce qu'il écrit aux gens, c'est-à-dire ce qui n'est pas censé être publié, qui a été publié quand même, c'est comme ça qu'on le sait. Mais il y a ce qu'il écrit, comme Candide, comme ses tragédies, comme ses pièces de théâtre, ses contes, bon. Et il y a ce qu'il écrit, il y a sa correspondance. Et sa correspondance, c'est énorme. Il y a tout dans la correspondance de Voltaire. C'est dans la correspondance de Voltaire que vous voyez Voltaire, véritablement. Donc, quand il écrit le siècle de Louis XV et qu'il ment comme un arracheur de dents sur Damien ou sur ceci ou sur cela, c'est moyennement grave. Mais là où on voit la véritable influence de Voltaire, le rôle très important qu'il a tenu dans le siècle, parce qu'il écrivait partout, il écrivait à toute l'Europe, c'est dans sa correspondance qu'on le trouve. Et je vais vous raconter une anecdote qui a duré quand même 2 ans, sur un événement qui a duré quand même 2 ans, qui va vous éclairer sur qui était le bonhomme. En novembre 1759, Voltaire devient comte de Tournai, parce qu'il a acheté, en fait, il a loué à vie, une terre à côté de Ferney. Alors, il avait acheté Ferney. Est-ce que vous êtes déjà allé à Ferney? Vous savez où c'est Ferney? C'est vraiment au bord, c'est tout à côté de Genève, c'est sur la frontière suisse. Voltaire, quand après avoir fait des ennemis partout, et le roi de France l'avait assez vu, l'a demandé, il a dit je m'en vais, on lui a dit très bien, bon vent, et surtout ne revenez pas. Donc il cherchait un endroit où se poser, il avait passé toute sa vie chez les uns, chez les autres, chez son amie Madame du Châtelet, il était propriétaire de rien. Et puis, vers cette époque-là, il venait de passer la soixantaine, il a eu envie de se poser, alors il a acheté une maison à Genève qui s'appelle Les Délices, et après il a acheté un domaine qui s'appelle Ferney, puis après il a acheté Tournai, et puis après il a acheté encore une maison à Lausanne, et il est devenu comte de Tournai. Alors la maison de Tournai, il paraît qu'elle était sans intérêt, mais elle lui donnait le titre de comte, et ça, Voltaire, il voulait être comte. Là, il voulait une particule. Donc il est devenu comte de Tournai. Et en fait, il n'avait pas vraiment acheté la terre de Tournai, il l'avait louée à vie. Enfin, c'était une espèce de micmac assez alambiqué, avec le président de Brosse. Alors le président de Brosse, c'est un magistrat au Parlement de Dijon.
C'est un monsieur qui se piquait de littérature, et je crois à juste titre. Je pense que c'est un monsieur qui a laissé, alors je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai lu quelques critiques de ce qui se disait à l'époque. C'est un monsieur qui savait écrire et qui disait des choses intéressantes. Un magistrat tout à fait honnête, tout à fait probe, et qui était voisin de Voltaire au bord de Genève, tout près de la Suisse. Hein, quand vous êtes à Ferney, vous passez en Suisse à pied, et la terre de Tournai jouxtait véritablement la terre de Ferney. Et en novembre 1759, le président de Brosse écrit à Voltaire pour savoir s'il a payé 14 moules de bois à un paysan. Alors un moule, j'ai calculé, un moule c'est à peu près 2 stères 35, un truc comme ça, de bois. Et pourquoi est-ce que le président de Brosse écrit ça à Voltaire? C'est parce que le paysan a vendu du bois à Voltaire et il n'a pas été payé. Donc, en janvier 1761, 14 mois plus tard, le président de Brosse revient à la charge et écrit à Voltaire. Alors, on a toute cette correspondance, hein, tout ça, je vous cite. Agré, monsieur, que je vous demande l'explication d'une chose tout à fait singulière, que je trouve dans le compte de mes affaires que l'on vient de m'envoyer du pays de Gex pour les années 59 et 60. Novembre 69, on arrive à janvier 61. C'est à l'article des paiements qu'a fait le nommé Charlot Baudy d'une coupe de bois que je lui avais vendue avant notre traité. Il me porte en compte et en paiement 14 moules de bois vendus à M. de Voltaire à 3 patagons le moule. Alors, j'ai fait le calcul pour essayer de voir à quoi ça pouvait correspondre. Ça correspond à 32 stères. 32 stères de bois. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est que 32 stères de bois, c'est une sacrée pile. Il faut abattre du bois pour avoir 32 stères. C'est vraiment un gros tas de bois. Un stère, c'est 1 mètre cube. 32 mètres cubes, vous savez, les bois là, qu'on aligne le long des maisons, moi j'ai ça chez moi. 32 stères, c'est impressionnant. À 3 ou 4 francs la livre pour un moule, j'ai calculé que ça représentait à peu près, pour un moule de bois, 4 jours de travail pour 10 gars, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse. Hein. Aujourd'hui, c'est déjà du boulot de faire un stère de bois, avec le tracteur pour le sortir, la fendeuse pour le fendre, et puis la tronçonneuse pour le tronçonner. À l'époque, tout ça, ça se fait à la main. Donc, ça va être l'équivalent du temps aujourd'hui multiplié par 10 gars. Donc, à titre de comparaison, on peut dire que Voltaire aurait dû l'équivalent de 3 000 € à peu près. Ce qu'il devait payer pour le travail de 10 gars. Mais le travail de 10 gars qui revenait sur un paysan, qui s'était chargé de la chose, de l'entreprise, et c'est lui qui avait porté le bois à Voltaire. Alors, le président de Brosse reprend. Il dit, comme il pourrait paraître fort extraordinaire que je payasse le bois de la fourniture de votre maison. Bon, par quel titre, on est d'accord. Baudy ajoute pour explication qu'ayant été vous le demander le paiement de sa livraison, vous l'avez refusé en affirmant que je vous avais fait don de ce bois. Je vous en demande excuse si je vous répète un tel propos. Je suis fort éloigné de croire que vous l'ayez tenu, et je n'y ajoute pas la moindre foi. Je ne prends ceci que pour le discours d'un homme rustique qui ne sait pas que l'on envoie bien à son ami ou voisin un panier de pêche ou une demi-douzaine de gelinottes, mais que si on s'avisait de la galanterie de 14 moules de bois ou de 6 chars de foin, il le prendrait pour une absurdité contraire aux bienséances et il le trouverait fort mauvais. À quel titre est-ce que M. de Brosse va envoyer 32 stères de bois à M. de Voltaire? Je pense qu'il a raison. Le fait dont je me souviens très nettement est que, me parlant en conversation de la rareté du bois dans le pays et de la peine que vous aviez à en avoir pour votre ménage, j'eus l'honneur de vous répondre que vous en trouveriez aisément sur place, vers Charlot, qui vendait actuellement ceux qu'il avait eus de ma coupe, et que si vous vouliez, je lui dirais de vous en fournir. À quoi vous répliquâtes que je vous ferais grand plaisir. Quelque temps après, nous rencontrâmes cet homme, donc il fait vraiment référence à des choses qui se sont passées ensemble. Hein, il lui rappelle vraiment ce qu'ils ont vécu ensemble. Quelque temps après, nous rencontrâmes cet homme à qui je dis de vous mener le bois de chauffage dont vous aviez besoin. Vous lui ajoutâtes même de vous emmener 2 ou 3 voitures dès le lendemain parce que vous en manquiez. Alors voitures, bois, c'est des troncs, hein, c'est des troncs d'arbres pour des cheminées. Il faut charger tout ça. Puis il faut tirer la haridelle et tout, enfin faire marcher la haridelle. J'espère que vous voudrez bien faire incontinent payer cette bagatelle à Charlot.
parce que comme je me ferais infailliblement payer de lui, il aurait infailliblement aussi son recours contre vous, c'est qu'il ferait une affaire du genre de un homme tel que vous ne peut point avoir. On n'imagine pas M. de Voltaire appelé en justice parce qu'il ne veut pas payer pour l'équivalent de 30 000 € de bois de chauffage. Vous imaginez. Alors Voltaire répond, mais il parle d'autre chose. Alors il parle vaguement de 4 moules de bois, on est passé de 14 à 4, et il parle de fagots. Vous savez, des fagots et des bûches, c'est pas pareil. À soulever, moi je soulève des fagots, Et ça a été repris. Hein. Vous avez des historiens comme par exemple Jean Aurieux, qui est très très critique de Voltaire, mais qui le défend quand même au bout du compte. Voltaire dit, Jean Aurieux dit Voltaire a eu des problèmes pour l'histoire de fagots. Non, ce pas des fagots. 14 moules de bois, ce pas des fagots, ce sont des bûches, ce sont des troncs. Donc Voltaire répond en évoquant 4 moules de bois et pas 14, mais toujours sans dire s'il les a payés. Alors le 11 février 1761, un mois est encore passé, le président revient à la charge. Je ne vous parle plus de Charlie Baudy, ni des 4 moules de bois, lisez 14, c'est un chiffre que vous avez omis, nous appelons ça un lapsus lingué. J'ai peut-être tort de vous en parler, si je vous en ai parlé peut-être trop au long. Ça n'a été que comme ami et voisin, en qualité d'homme qui vous aime et vous honore, n'ayant pu m'empêcher de vous représenter combien cette contestation allait devenir publiquement indécente. Soit que vous refusassiez à un paysan le paiement de la marchandise que vous avez prise près de lui, soit que vous prétendassiez faire payer à un de vos voisins une commission que vous lui avez donnée. Je ne pense pas qu'on ait fait à personne un présent de 14 moules de bois, si ce n'est à un couvent de capucins. Voltaire ne répond pas. Charles Baudy l'assigne. Il est appelé en justice le 31 juillet 1761, 30 mois après la livraison, et probablement 20 mois après qu'il ait brûlé tout le bois, et qu'il se soit chauffé avec. L'affaire est appelée en audience au bailliage de Gex le 22 septembre suivant. Voltaire explose, mais il nie pas. Il ne peut pas nier. Il nie pas les faits. Il explose. Il écrit au premier président, au président honoraire, au procureur général, à tous les membres du Parlement de Dijon, à tous les amis du président de Brosse. Comment ce type ose me prétendre me faire payer? Il envoie des libelles ignominieux à tous les collègues et les confrères du président de Brosse. Il menace d'en appeler au chancelier, au ministre, à tout Paris. Il veut appeler la Pompadour, Choiseul, s'il faut. Et il écrit, mais ça on le sait, il écrit, je cite, j'ouvre les guillemets là, qu'il tremble. Il ne s'agit pas de le rendre ridicule, il s'agit de le déshonorer. Il paiera cher la bassesse d'un procédé si coupable et si lâche. Le président garde son calme. Et il continue d'écrire. On a tout ça. Tout ça, c'est... Je vous aurais à coup sûr donné comme présent quelques voies de bois de chauffage, si vous me les aviez demandées comme telles. Mais j'aurais cru vous insulter par une offre de cette espèce. Mais enfin, puisque vous ne le dédaignez pas, je vous le donne. Et j'en tiendrai compte à Baudy si vous m'envoyez la reconnaissance suivante. Je sous-signais François-Marie Arouette de Voltaire, chevalier, seigneur de Ferney, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, reconnais que M. de Brosse, président du Parlement, m'a fait présent de 14, voix de bois et pas 4, de moules de bois pour mon chauffage. Monsieur le Premier Président, Monsieur de Ruffet et nos autres amis communs ne peuvent s'empêcher de lever les épaules en voyant un homme si riche et si illustre se tourmenter à un tel excès pour ne pas payer à un paysan 280 livres pour du bois de chauffage qu'il a fourni. Un ami du président et de Voltaire, le conseiller Ruffet, écrit à Voltaire « Quoi? Quelques onces d'un métal que vous possédez abondamment, demandez peut-être mal à propos, parce qu'il faut s'excuser de ne pas leur demander dans rien, pourrait-elle altérer votre philosophie? Ah oui, parce que c'est un philosophe, Voltaire. Donc un philosophe, c'est sage par définition. L'enchanteur qui écrit notre vie apprendra-t-il à la postérité que vous avez plaidé pour des moules de bois? C'est l'intérêt sincère que je prends à votre gloire et à votre repos qui me fait vous tenir ce langage dicté par l'amitié. Il ne veut toujours pas payer. Il ne veut pas payer. Il est sûr qu'on veut le payer. Il est sûr que ça coûte moins cher. C'est pas combien. Il ne veut pas payer. Le président refuse de plier et dit non, c'est trop fort. Alors, tenez pour certain sur mon honneur, écrit-il,
qu'il ne s'agit d'autre fait que de 14 voies de bois que mon homme lui a livrées et qu'il ne veut pas payer. Il ne s'agit de rien d'autre. Je lui aurais donné sans hésiter s'il me les eût demandés comme présent, mais on n'imagine pas une chose si basse. Il a dit d'abord que ce n'était pas une commission, mais un présent. Il me l'a ensuite demandé à genoux, je vous montrerai sa lettre, c'est pitoyable. Là-dessus, on dit c'est un homme dangereux. Et à cause de cela, il faudrait donc le laisser être méchant impunément. Ce sont au contraire ces sortes de gens-là qu'il faut châtier. Je ne le crains pas. Monsieur le président de Brosse ne craint pas Voltaire, eh bien il avait tort. Voltaire n'a jamais voulu payer, mais il a accepté, pour que la plainte soit retirée, d'envoyer l'argent au curé pour les pauvres. Et c'est le président de Brosse qui a payé les 14 voies de bois. Voltaire s'est répandu en insultes, en calomnies et en libelles auprès de tous les amis du président, c'est-à-dire auprès de tous les gens de Rome, c'est-à-dire les magistrats de Dijon et ailleurs. Et quand le président de Brosse s'est présenté à l'Académie, Voltaire a dit « c'est lui ou moi. Ce monsieur n'entrera pas à l'Académie. » Et il n'y est jamais entré. Voltaire était donc le plus fort. Et l'affront qu'on lui avait fait était simplement de présenter la facture d'un bien qu'il avait consommé. Le 12 janvier 1761, c'est-à-dire précisément à cette période-là, Voltaire a écrit à Jean-Robert Tranchin, qui était son banquier à Lyon. Alors, je vous signale qu'un auteur qui s'appelle Michel Cuny, dont j'ai déjà parlé lors d'une dernière conférence, je n'ai pas apporté son livre pour le montrer, je vous donnerai les références quand ce sera sur le net, c'est un livre à lire, M. Michel Cuny a écrit Voltaire, l'or au prix du sang. Michel Cuny a converti en années de travail les sommes qui sont en cause dès qu'il s'agit de Voltaire. Tant d'années de travail. D'un tâcheron, hein, pas d'années de travail d'un ouvrier incorporé. Disons un tâcheron, tant d'années de travail d'un tâcheron pour chaque somme. Alors, Voltaire écrit « Je suis né assez pauvre. J'ai fait toute ma vie un métier de gueux, celui de barbouilleur de papier, celui de Jean-Jacques Rousseau. Et cependant me voilà avec 2 châteaux, 2 jolies maisons, 70 000 livres de rente. » Alors je reviens à Michel Cuny, ça fait 350 années de travail d'un tâcheron qui touchait tous les ans. 200 000 livres d'argent comptant, 1000 années de travail, et quelques feuilles de chêne en effets royaux que je me donne garde de compter. Savez-vous qu'en outre, j'ai environ 100 000 francs, 500 années de travail, placés dans le petit territoire où j'ai fixé mes tabernacles. C'est-à-dire que Voltaire touchait par an, rien qu'en intérêt de son capital placé en rente, c'est-à-dire nonobstant ses châteaux, ses maisons et ses actions dans la traite triangulaire et tout, et ça et le reste, simplement en intérêt de l'argent qu'il prêtait. Je vais vous expliquer comment ça c'est. Le prêt à intérêt était interdit. Donc quand on voulait placer son argent, on le donnait à quelqu'un qu'on avait besoin, et en échange, ce quelqu'un vous versait une rente. Voilà. Donc Voltaire était toujours à aller voir des aristocrates qui étaient toujours désargentés parce que l'argent leur filait entre les mains. Donc Voltaire déposait son argent chez ces gens riches et il en percevait des rentes. Donc il percevait en rente, uniquement en rente, plus de 400 fois ce qu'il a refusé de payer pour le bois. Tout le reste payé, d'accord ? Il avait château, truc, machin, tout, il avait absolument tout, et il refuse de payer ce pourquoi il touche 400 fois l'équivalent par an. Alors, j'ai rapporté au prix du ster de bois pour aujourd'hui, c'est comme s'il avait refusé de payer 3 200 € pour un revenu annuel tout frais payé de 1 280 000 € par an. Voilà pour Voltaire. Voltaire, la paix et la tolérance. Alors là, on a trouvé des trucs. Alors là, je dois beaucoup à Michel Cuny, que je viens de vous nommer. Alors, il n'est pas le seul, mais lui, il a fait un tel travail de compilation que maintenant, ça va devenir une référence. J'envoie un petit coucou à ce monsieur. Je ne l'ai pas rencontré, mais je trouve qu'il a fait un travail tellement extraordinaire que je ne peux pas m'empêcher de le saluer. Voltaire, la guerre, la paix et la tolérance, vous allez voir.
La guerre de 7 ans, vous avez certainement entendu parler de la guerre de 7 ans, est un conflit qui a été catastrophique pour la France sur le plan militaire. C'est l'équivalent de la Première Guerre mondiale, sauf que, parce que c'est une guerre qui s'est faite également en Amérique et puis en Inde et tout, ça a été un conflit énorme, qui a été catastrophique pour la France, à la fois sur le plan militaire, parce que la France a subi des défaites sanglantes, sur le plan financier, la dette est devenue abyssale. Alors la dette, vous savez qui c'est qui finançait tout ça? C'était les bons amis de Voltaire, ceux du début, là, les frères Paris. Et sur le plan économique, parce que la France a perdu ses colonies, parce que la prédominance de l'Angleterre sur la France, elle date de la défaite de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, ça commence en 1756. Les hostilités commencent en 1756. Et ça va être... Déjà, la France est dans une sale situation sur le plan financier, mais là, ça va être la catastrophe. Et le 1er novembre 1756, c'est-à-dire 2 mois après le début des hostilités, Voltaire écrit à son très cher ami le maréchal-duc de Richelieu. Alors Richelieu, quand on parle du XVIIIe siècle, c'est l'arrière-petit-neveu du cardinal. Donc quand on dit Richelieu au XVIIIe siècle, c'est lui, c'est le maréchal, c'est pas le cardinal. C'était un monsieur avec qui... Alors pourquoi est-ce que Voltaire connaissait un monsieur aussi important, qui était un intime du roi, parmi toutes les frasques sexuelles de Louis XV, il y avait toujours le maréchal de Richelieu qui était derrière, qui était un osseur, aussi, sur le plan des mœurs. On ne peut pas dire qu'il était léger, c'était rien moins que léger, c'était vraiment des brutes. Enfin, lui, c'en était une. Et il était très très ami avec Voltaire, parce que simplement, ils avaient usé leur fond de culotte au collège. Le collège Louis le Grand, c'était quoi? C'était le meilleur de l'éducation, payé très cher pour ceux qui savaient payer, un peu moins cher pour ceux qui payaient un peu moins, et puis gratuit pour les autres. Mais c'était un lieu, le lycée Louis le Grand à Paris, il est toujours rue Saint-Jacques, c'était le lieu où des gens comme le fils du notaire pouvaient faire 6-7 ans d'études avec ceux qui allaient devenir ministres. Et tout le carnet d'adresses mondain de Voltaire s'est constitué à ce moment-là. Donc il était resté ami avec le maréchal-duc de Richelieu, et il lui écrit 2 mois après le début des hostilités. Alors, avant ça, un mot sur les relations de Voltaire avec le roi de Prusse. Frédéric II, roi de Prusse, était un admirateur de la langue de Voltaire. Il trouvait que Voltaire écrivait très bien, et le roi de Prusse se piquait de poésie. Et il envoyait ses poésies à Voltaire pour que Voltaire les lui corrige. Et puis, comme il avait beaucoup d'admiration pour Voltaire, il lui avait demandé de venir à la cour de Berlin, à Potsdam. Et Voltaire, qui n'arrivait pas à se faire bien voir du roi de France, il s'est dit qu'à défaut du roi de France, le roi de Prusse, ça irait très bien. Et Voltaire s'est rendu en Prusse à l'invitation de Frédéric, et il y est allé 2 fois. Ils se sont rencontrés 2 fois, et Voltaire a quitté le roi de Prusse en 1753, mais comme un voleur, la queue entre les jambes, avec des histoires absolument effroyables. Le roi de Prusse lui a envoyé des sbires pour l'empêcher de passer la frontière. Enfin, il était parti en enlevant des trucs. Mais ça s'est terminé, mais en jus de boudin. C'est quelque chose de honteux. Et Frédéric s'y disait, mais c'est pas possible. Frédéric a écrit des choses horribles sur Voltaire, parce qu'il avait à la fois une admiration pour son génie, pour sa plume, mais il disait que c'était un type abominable, qui n'avait absolument aucune morale, enfin, il était voleur. Genre, on raconte une anecdote, je pense qu'elle est vraie, parce qu'elle est digne, elle est de choses dignes de foi. Voltaire était payé grassement pour être chez le roi de Prusse, et il s'est fait payer le voyage depuis Paris jusqu'à là-bas, alors qu'il allait toucher des 1000 et des 100. Il arrive et puis il fallait lui rembourser ses notes de frais. Enfin bon, admettons. Donc Frédéric a accepté de lui payer ses notes de frais. Et il était logé, nourri, blanchi, et puis pas que lui, et également les gens. Voltaire pouvait recevoir une dizaine de gens à sa table, c'était Frédéric qui payait. Et quand Frédéric invitait Voltaire à dîner, il arrivait que Voltaire, au milieu du repas, prenne les chandelles pour aller chercher quelque chose qu'il avait oublié dans sa chambre, et il oubliait les chandelles dans sa chambre. C'est-à-dire qu'en fait, il piquait les chandelles. Non mais attendez, alors tout le monde le savait. Bon, enfin, c'est la petitesse, Enfin, si par ailleurs il avait été un grand bonhomme, on pourrait éventuellement lui passer ça. Enfin, toujours est-il, tout ça pour vous dire que les relations entre Frédéric et enfin, le séjour de Voltaire chez Frédéric, c'est très très mal terminé, très très mal. Frédéric l'a fait retenir à Francfort, enfin bon, il y a eu joie de fête, c'est fou quoi, c'est fou. Et alors, 1er novembre 1756, Voltaire écrit à son bon ami le maréchal de Richelieu. On prétend que le roi de Prusse mêle actuellement les piques de la phalange macédonienne à sa cavalerie. Alors on parle de la guerre, là.
Je ne suis pas du métier, mais je crois qu'il y a une arme, une machine bien plus sûre et bien plus redoutable. Elle faisait autrefois gagner sûrement des batailles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Voltaire était très, très, très lettré. Hein. Il avait fait du latin, il avait fait du grec, il lisait les auteurs anciens. Il a certainement trouvé ça dans des textes anciens. Il a trouvé qu'il y avait une machine extraordinaire dans les anciens champs de bataille. Alors, elle faisait autrefois gagner sûrement des batailles. J'ai dit mon secret à un officier, ne croyant pas lui dire une chose importante, et n'imaginant pas qu'il pût sortir de ma tête un avis dont on put faire usage dans ce beau métier de détruire l'espèce humaine. Ça s'appelle de l'ironie, hein, on est bien d'accord. On ne va pas dire qu'il trouve que de détruire l'espèce humaine, c'est un beau métier. On va dire qu'il fait de l'ironie, mais admettons. Il a pris la chose sérieusement. Il m'a demandé un modèle. Alors, on a une idée de machine, hein, on en parle à un officier. L'officier demande un modèle, alors on fait le modèle, et il l'a porté à M. d'Argenson. M. d'Argenson, il a été également avec lui sur les bancs de l'école, en même temps que Richelieu, et d'Argenson, il est ministre. Donc on porte le modèle à M. d'Argenson, on l'exécute après temps en petit, on fait un modèle réduit, ce sera un fort joli engin, on le montrera au roi. Et si cela réussit, il y aura de quoi étouffer de rire que ce soit moi qui sois l'auteur de cette machine destructive. Je voudrais que vous commandassiez l'armée et que vous tuassiez force Prussiens avec mon petit secret. C'est-à-dire qu'en fait, Voltaire invente une machine pour aller tuer les soldats de son bon ami Frédéric. En fait, il se venge. En 1757, il écrit à l'époux de sa nièce, le marquis de Florian. J'ai oublié de vous dire qu'un petit coffre sur le char, avec une demi-douzaine de doubles grenades, ferait un ornement fort convenable. J'ai honte, moi, barbouilleur pacifique, de songer à des machines de destruction. Mais c'est pour défendre les honnêtes gens qui tirent mal contre les méchants qui tirent trop bien. En un mot, cette machine peut faire beaucoup de bien et ne peut faire aucun mal. Ah bah, si elle tue des Prussiens, on est bien d'accord que c'est pas. Je la regarde après l'invention de la poudre comme l'instrument le plus sûr de la victoire. C'est pacifique, ça. Il est en train d'inventer un char d'assaut. Le 18 juin 1757, il écrit de nouveau à son ami Richelieu. « Donnez-vous le plaisir, je vous en prie, de vous faire rendre compte par Florian. » Florian, hein, c'est le mari de sa nièce. Alors, il avait deux nièces, une avec qui il couchait. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça scandaleux, mais bon, moi, je suis vieux jeu, je suis ringard. On ne couche pas avec sa nièce. Lui, si. Lui, si. C'était pas sa nièce par alliance, hein. C'était la fille de sa sœur. C'était sa nièce. Bon, cette nièce-là avait une sœur, c'est pas lui qui couchait avec, c'est M. Florian. Donc, il s'est dit quand même. Donc, je reprends. Donnez-vous le plaisir, je vous en prie, de vous faire rendre compte par Florian de la machine dont je lui ai confié le dessin. Il l'a exécutée. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de voir sa machine. Il suit la fabrication de la machine en petit, puis il relance Richelieu. Richelieu, c'était un militaire, hein, il avait des commandements, c'était un personnage très important dans l'armée, hein, c'était pas un sous-fifre. Alors, il l'a exécuté, il est convaincu qu'avec 600 hommes et 600 chevaux, on détruirait en pleine une armée de 10 000 hommes. Ah ben, détruire 10 000 hommes, vous vous rendez compte? J'en ai parlé à un excellent officier qui se meurt, et qui ne sera pas par conséquent à portée d'en faire usage. Il ne doute pas du succès. Il dit qu'il n'y a que 50 canons tirés bien juste qui puissent empêcher l'effet de ma petite drôlerie. Et que l'on n'a pas toujours 50 canons à la fois sous la main dans une bataille. Enfin, j'ai dans la tête que 100 000 Romains et 100 000 Prussiens ne résisteraient pas. Le malheur est que ma machine n'est bonne que pour la campagne et que le secret connu devient inutile. Mais quel plaisir de renverser à coup sûr ce qu'on rencontre dans une campagne. Essayez pour voir seulement 2 de ces machines contre un bataillon ou un escadron. J'engage ma vie qu'ils ne tiendront pas. Vous avez dit ça, qui fabriquait des machines de guerre et qui essayait à tout prix de la vendre pour aller tuer 10 000 Prussiens. 2 ans plus tard, la guerre fait encore rage. Le 26 mai 59, il écrit toujours à Florian. Je suis aussi fâché que vous, pour le moins, qu'on n'ait pas osé adopter mes chars, crainte du ridicule, évidemment, avec un truc qui devait dater de l'Antiquité. Tout le monde a dû se foutre de lui. Le ridicule. Mais attendez, à la fois il est ridicule, mais il est sanguinaire. Ou alors j'ai pas compris. Le ridicule, pourtant, n'est pas si à craindre que les Prussiens. Et je suis toujours convaincu, quoique je ne sois pas du métier, que ce serait la seule manière de les vaincre en pleine campagne. En 1766, la France a perdu la guerre depuis 3 ans. Voltaire n'a pas vendu sa machine. Voltaire, philosophe, sur les conséquences dramatiques de la guerre sur la population. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une guerre, hein? Il y a des hommes qui sont tués, donc il y a moins de population.
Donc comment est-ce qu'on fait pour renouveler la population? Ah ben voilà, notre philosophe va vous donner la solution. Il explique. La philosophie humaine commence à l'emporter beaucoup sur la superstition barbare. La superstition, c'est le christianisme, hein, c'est l'amour du prochain, c'est toutes ces horreurs-là. À l'égard des princes dont vous me parlez, qui souhaitent tant la population et qui la détruisent par leur guerre. Ah oui, parce qu'il faut savoir que l'obsession démographique, elle parcourt tout le siècle. On n'a jamais assez de population. Il faut toujours peupler. Alors on veut toujours peupler, mais on fait des guerres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je reprends. À l'égard des princes dont vous me parlez, qui souhaitent tant la population et qui la détruisent par leur guerre, je voudrais qu'ils fussent condamnés, eux et tous leurs soldats, à engrosser 30 ou 40 000 filles avant d'entrer en campagne, et qu'il ne fût permis de tuer personne sans avoir auparavant donné la vie à quelqu'un. Je ne sais rien de plus naturel et de plus juste. Ah ben le viol collectif. Alors, je vous autorise, si vous avez l'impression que je comprends mal, de m'expliquer. Parce que moi, quand je lis ça, je suis tellement sidéré que je me dis, il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? La Pologne catholique, amie de la France, est prise en tenaille entre Frédéric, la Prusse, d'accord, protestante, et Catherine, la grande Catherine de Russie, grande admiratrice de Voltaire, et la Turquie, au sud, soutient la Pologne. C'est encore une guerre qui se prépare. Voltaire touchait à toutes les guerres, il était fournisseur de guerre. Il touchait les 1000 et des 100. Je n'entrerai pas dans le détail, il faudra lire Michel Cuny. Je ne m'attache pas à ça. Toutes les guerres, Voltaire touchait. Il est sûr que son char d'assaut, s'il l'avait fait, qu'est-ce qu'il aurait touché? Il n'a pas touché là-dessus, mais il touchait sur le foin, sur les godasses, surtout sur les vêtements, sur tout. Il était fournisseur de guerre avec ses bons amis. Donc chaque fois qu'il y avait une guerre, il frétillait, parce qu'il y avait de l'argent à gagner. Donc la situation est la suivante. Vous avez la Pologne catholique, amie de la France, soutenue par la Turquie, qui est prise en tenaille entre la Russie orthodoxe, ça c'est pour vous situer, hein, parce que je sais bien qu'on s'en fiche dans les guerres, quelle que soit la religion, donc vous allez comprendre, et la Prusse protestante, d'accord? Enfin, protestante, vous savez, Frédéric, il était comme Voltaire, il voulait écraser l'infâme, hein. Il estimait que la religion c'était bon pour la canaille et que les gens de bien n'avaient pas à s'abaisser à ça. Or, Catherine, la grande Catherine de Russie, elle avait 30 000 hommes sur le territoire polonais. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les ramener chez elle? Eh ben non. Elle va s'en servir pour défendre en Pologne le droit des minorités opprimées que sont les orthodoxes. Et puis Frédéric, de l'autre côté, il va défendre le droit des minorités opprimées que sont les protestants. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle va faire avec ces 30 000 soldats? Eh ben elle va imposer la tolérance religieuse. Vous suivez? Non, pas encore. Alors je vais vous lire ce qu'écrit Voltaire. Vos soins généreux pour établir la liberté de conscience en Pologne sont un bienfait que le genre humain doit célébrer, et j'ambitionne bien d'oser parler au nom du genre humain si ma voix peut encore se faire entendre. C'est-à-dire que l'invasion de la Pologne qui se prépare, c'est pour sauver la liberté religieuse et la tolérance. Il écrit à Frédéric le 5 janvier 1767 « Votre Majesté rendra un service éternel au genre humain en détruisant cette infâme superstition, le catholicisme, la religion, le christianisme. Je ne dis pas chez la canaille, qui n'est pas digne d'être éclairée, et chez laquelle tous les joutes sont propres. Je dis chez les honnêtes gens, chez les hommes qui pensent, chez ceux qui veulent penser. Le nombre en est très grand, c'est à vous de nourrir leur âme, c'est à vous de donner du pain blanc aux enfants de la maison et de laisser le pain noir aux chiens. Les chiens, c'est le peuple. Il écrit ensuite à Frédéric ces choses assez plaisantes et qui a l'air de la contradiction de soutenir l'indulgence et la tolérance les armes à la main. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. C'est la tolérance qu'on va défendre, les armes à la main. Mais aussi l'intolérance est si odieuse qu'elle mérite qu'on lui donne sur les oreilles. Si la superstition a fait si longtemps la guerre, pourquoi ne ferait-on pas la guerre à la superstition? C'est-à-dire que quand la Russie et la Prusse vont dépecer la Pologne, c'est pas la Pologne qui vont dépecer, c'est la superstition et l'intolérance. Vous avez compris? Ça ne vous rappelle pas quelque chose, les droits de l'homme, machin? On ne va pas dépecer la Pologne, mais la superstition. Voltaire s'étrangle d'admiration pour Catherine, la grande Catherine. Et il écrit à d'Alembert « L'exemple que donne l'impératrice de Russie est unique dans le monde.
elle a envoyé 40 000 Russes prêcher la tolérance, la baïonnette au bout du fusil. Vous m'avouerez qu'il était bien plaisant que les évêques polonais accordassent des privilèges à 300 synagogues et ne voulussent pas s'offrir les églises grecques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces salauds polonais, ils ont des juifs chez eux qui laissent pratiquer le judaïsme et ils ne veulent pas des Russes, c'est-à-dire des orthodoxes. L'antisémitisme de Voltaire est insondable. Et il ajoute, il écrit à la marquise du Défunt le 18 mai 1767 à propos de réputation. Il y a une femme qui s'en fait une bien grande, c'est la Sémiramis du Nova, qui fait marcher 50 000 hommes en Pologne pour établir la tolérance et la liberté de conscience. C'est une chose unique dans l'histoire de ce monde, et je vous réponds que cela ira loin. Je me vante à vous d'être un peu dans ses bonnes grâces. Je suis son chevalier envers et contre tout. La correspondance de Voltaire et de Catherine est énorme. Alors, je ne sais pas si on peut assurer que Catherine a été influencée par Voltaire. En tout cas, lui, il a tout fait pour. Je ne sais pas si ça a été suivi des faits. Si elle le flattait, je ne sais pas. Je n'ai pas les éléments pour en juger. Parce qu'il me semble que l'impératrice de Russie devait avoir les moyens de prendre ses décisions politiques et militaires sans en référer à la petite crevette, je dis crevette parce qu'il était squelettique, enfin sans en référer à Voltaire. Mais le fait est que leur correspondance est extrêmement fournie. Ça n'a pas arrêté. Donc lui, il se flatte d'être un peu dans ses bonnes grâces. La marquise du Défunt dit à propos de Catherine, « Voltaire me fait horreur avec sa Catherine. Le beau sujet de baginage que l'assassinat d'un mari et l'usurpation de son trône. » Parce que Catherine, elle a quand même assassiné son mari pour prendre sa couronne. Mais Voltaire, il dit, « Ça, c'est privé, ça. » Puis ça se répare par une grande politique. Et Madame du Défunt, elle dit, « Comment répare-t-on un meurtre? Est-ce en retenant des poètes à gages, en payant des historiens mercenaires et en soudoyant des philosophes ridicules à 1000 lieues de son pays? » Elle avait du mordant, à Madame du Défunt. Hein. C'était pas une idiote. Et dit, ce sont ces âmes viles qui chantent un Auguste et se taisent sur ses proscriptions. L'ambition fait commettre des crimes et l'avarice les canonise. Pour Voltaire. Maintenant, vous pensez sans doute, comme moi, enfin, j'imagine que Catherine avait des visées expansionnistes sur la malheureuse Pologne, qu'elle ne voulait pas que rétablir la liberté de conscience et la... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On calomnie, dit Voltaire, l'impératrice de Russie quand on dit qu'elle favorise les dissidents de Pologne que pour se mettre en possession de quelques provinces de cette République. Elle m'a juré qu'elle ne voulait pas un pouce de tête et que tout ce qu'elle fait n'est que pour avoir la gloire d'établir la tolérance. Mais attendez, il le sait, c'est pas un niais, il sait très bien, je veux dire, il se fout du monde, quoi. C'est pervers son truc. C'est totalement pervers, il a un cynisme sidérant, quoi. Et alors, il y a sa Sémiramis du Nord, hein, de la Sémiramis de... Enfin, je ne connais pas la géographie de la Russie, enfin bref, il y a sa Sémiramis qui lutte contre la tolérance en Pologne, mais il écrit à d'Alembert, pour que vous situez d'Alembert, hein, c'est le rédacteur de l'encyclopédie avec Diderot. Voltaire aimait beaucoup d'Alembert, et réciproquement, ils ont été beaucoup en correspondance. Donc, Voltaire écrit à d'Alembert sur la façon de faire à Paris, hein, parce que lui, il n'a pas 30 000 hommes à envoyer en Pologne. Mon cher philosophe, rendez tous ces pédants-là aussi énormément ridicules que vous le pouvez dans vos conversations avec les honnêtes gens. Alors je traduis, ces pédants-là, c'est les catholiques, c'est les croyants, et les honnêtes gens, c'est la secte. D'accord? Donc, cela est impossible à Paris par la voie de la typographie. Ben oui, il y a une censure à Paris. Donc on ne peut pas tout dire par écrit. Donc allez-y par votre mordant. Avec un bon mot, non, mais un bon mot vaut bien un beau livre. Foudroyez-moi ces marauds-là, je vous en prie. Répandez sur eux le sel dont il a plu à Dieu de favoriser votre conversation. Faites qu'on les montre au doigt quand ils passeront dans la rue et quand vous les aurez bien écorchés, bien salés, marchez-leur sur le ventre en passant, cela est fort amusant. C'est pas beau l'humanisme de Voltaire? Pourquoi on ne montre pas ça aux gosses dans les écoles quand on leur fait étudier Voltaire? Non, mais ça vaut... Non. Alors, le fantasme de Voltaire, dès qu'il sent que Catherine va rentrer en guerre contre la Turquie, c'est de dire, oh, bah alors attendez, là, c'est formidable, on va détrôner les Turcs. On va chasser les Turcs. Les Turcs, ils occupent la Grèce, on va rendre la Grèce aux Grecs, et puis Constantinople, attendez, c'était une capitale chrétienne. Alors chrétienne, ils s'en foutent, mais pour lui, Constantinople, simplement le fait que ce sont les musulmans qui sont installés à Constantinople, il faut rendre Constantinople aux Grecs, hein, à la chrétienté, dont il n'a que faire, par ailleurs, vous êtes bien d'accord. Bref,
il a trouvé une héroïne qui va battre les Turcs. Alors, il écrit, en 1768, juste avant que la guerre éclate, parlant des Turcs, ces barbares méritent d'être punis par une héroïne du peu d'attention qu'ils ont eu jusqu'ici pour les dames, parce que Voltaire est féministe. Il est clair que des gens qui négligent tous les beaux-arts et qui enferment les femmes méritent d'être exterminés. J'espère tout de votre génie et de votre destinée. Mustapha ne doit pas tenir contre Catherine. Extermination des Turcs. La guerre éclate. Voltaire. Je n'aime pas l'esclavage, il s'en faut beaucoup. Oh ben non, quand même. Mais je ne serais pas fâché de voir des mains turques un peu enchaînées, cultivées aux vastes plaines de Kazan et manœuvrer sur le lac Ladoga. C'est-à-dire que ceux qu'on n'aura pas exterminés, qu'est-ce qui serait bien comme esclaves quand même. Et alors là, il s'emballe. Catherine commence à remporter quelques victoires. Ce n'est pas assez de faire une guerre heureuse contre ces barbares pour la terminer par une paix telle qu'elle. Quoi, elle a gagné, elle s'apprête à faire la paix. Oh ben non, elle ne va pas faire ça quand même. Ce n'est pas assez de les humilier, il faut les détruire. Vous me croyez, j'espère. Un homme à idée neuve me disait, alors là vous allez rire, un homme à idée neuve, alors on est en 69, c'était quand son histoire de char d'assaut, là? Bon, ça devait être 6-7 ans avant. Donc un homme à idée neuve me disait, il y a quelques jours, qu'on pourrait aisément, dans les vastes plaines où vos troupes vont marcher, se servir avec succès des anciens chariots de guerre en les rectifiant. Et il revient avec sa machine. Il n'a pas réussi à la vendre au roi de France, il va la vendre à l'impératrice de Russie. Alors, il ment comme d'habitude, parce qu'un homme nouveau, il fait comme si c'était quelqu'un qui venait de lui en parler, mais il ment, c'est pas possible. Il imaginait des chars à 2 timons bordés à leur extrémité d'un large chanfrein qui couvrirait le poitrail des chevaux. Chaque char très léger serait conduit par 2 fusiliers postés derrière le char sur une soupente. Diable si je vois à quoi ça ressemble. Ces chars précéderaient la cavalerie. Ce spectacle étonnerait les Turcs et tout ce qui étonne subjugue. Ce qui ne vaudrait rien dans un pays entrecoupé ou montagneux pourrait être merveilleux en plaine. Alors les plaines en Russie, c'est pas ça qui manque. Au moins pour une campagne. L'essai coûterait fort peu de choses. Il pourrait beaucoup servir sans nuire. Sans nuire. Une arme qui ne nuit pas. Voilà ce que me disait mon songe creux, et je le répète à l'héroïne de notre siècle, elle en jugera d'un coup d'œil, elle pourra en rire, mais elle pardonnera aux ailes. Ça veut dire que si vous vous fichez de moi, Majesté, reconnaissez quand même que j'essaie de tout faire pour vous. 17... Il n'a pas réussi à vendre ça. Je crois que je ne sais pas si les gens rigolaient, parce qu'en fait il était terrifiant. Quoi. Je ne sais pas si on pouvait rire de ça. Je sais que les gens qui le détestaient le haïssaient vraiment. Mais pour tout un tas de raisons que vous comprenez au fur et à mesure, mais il y a quand même tellement d'ironie en même temps là-dedans, c'est pervers. Hein. Alors, il écrit le 17 octobre 1769, « Je renais », alors il écrit à Catherine, « Je renais, je rajeunis, ma législatrice est victorieuse », parce que pour une femme de guerre, c'est une législatrice, elle a rétabli la tolérance, les armes à la main, et elle a fait marcher tout le monde droit. Celle qui établit la tolérance et qui fait fleurir les arts a puni les ennemis des arts. Elle est victorieuse, elle jouit de toute sa gloire. Elle vient de gagner une bataille. Allons donc, héritier de César, chef du Saint-Empire romain, avocat de l'Église latine, allons donc, voilà une belle occasion. Poussez en Bosnie, en Serbie, en Bulgarie, allons Vénitiens, équipez vos vaisseaux, secondez l'héroïne de l'Europe. Vous savez ce que c'est ça ? Je répète. Allons donc, héritier des Césars, chef du Saint-Empire romain. C'est pas Catherine, ça. Là, il s'adresse à l'impératrice d'Autriche. Allons, Vénitiens, poussez donc en Bosnie, allons, Vénitiens, équipez vos vaisseaux, secondez l'héroïne. Il est en train d'en appeler à la guerre totale de toute l'Europe pour aller soutenir Catherine. Catherine fait une guerre victorieuse contre les Turcs, il voudrait que tout le monde s'y mette. Il pousse à la guerre. Mais il n'aime pas ça. Ben non, il n'aime pas la guerre. Ah ben non. Mais le 30 octobre, votre Majesté impériale me rend la vie en tuant des Turcs. Permettez que j'envoie à votre Majesté la copie de la lettre que j'ai écrite au roi de Prusse. Parce que alors là, il s'est fâché avec le roi de Prusse et il voulait lui tuer ses soldats avec son char d'assaut. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de continuer de correspondre avec Frédéric. Donc il envoyait des il était obséquieux. Enfin bon. Il envoyait des flatteries aux uns et aux autres et la copie des flatteries aux uns et aux autres. Alors, permettez que j'envoie à votre Majesté la copie de la lettre que j'ai écrite au roi de Prusse.
Et comme vous êtes pour quelque chose, j'ai cru devoir la soumettre à votre jugement. » Et extrait de la lettre que Voltaire a écrite au roi de Prusse. « La politique n'est pas mon affaire. Je me suis toujours borné à faire mes petits efforts pour rendre les hommes moins sots et plus honnêtes. Je me borne à souhaiter très passionnément que les barbares turcs soient chassés incessamment du pays de Xénophon, de Socrate, de Platon, de Sophocle et d'Euripide. Si on le voulait, ce serait bientôt fait. Mais on a entrepris autrefois 7 croisades de la superstition et on n'en entreprendra pas une croisade d'honneur, on laissera tout le fardeau à Catherine II. » C'est-à-dire qu'en fait, il se plaint auprès de Frédéric que Frédéric ne va pas relancer son armée pour aller soutenir la Russie contre les Turcs. C'est bien ça que ça dit. On est bien d'accord. Et ce qu'il demande, c'est la libération de la Grèce. « 10 avril 1770. Je m'imagine très sérieusement que la grande armée de votre Majesté impériale sera dans les plaines d'Andrinople au mois de juin. Je vous supplie de me pardonner si j'ose insister encore sur les chars de Timoris. » Mais en plus de ça, on rigole parce qu'on a raison de rigoler, mais il essayait de vendre une arme abominable, quoi. Enfin, qui voulait abominable, sinon c'était sans intérêt. Ceux qu'on met à vos pieds sont d'une fabrique toute différente de ceux de l'Antiquité, parce que comme il avait copié ça dans les livres antiques, on dit, on ne va pas sortir des trucs de l'Antiquité. Il dit, non, mais attendez. Il dit, ceux qu'on met à vos pieds sont d'une fabrique toute différente de ceux de l'Antiquité. Je ne suis point du métier des homicides, mais hier, 2 excellents meurtriers allemands m'assurèrent que l'effet de ces chars serait immanquable dans une première bataille et qu'il serait impossible à un bataillon ou à un escadron de résister à l'impétuosité et à la nouveauté d'une telle attaque. Catherine continue d'avancer et elle demande la paix. Pourquoi donc faire la paix quand on peut pousser si loin ses conquêtes ? Votre Majesté me dira que je ne pense pas assez en philosophe et que la paix est le plus grand des biens. Personne n'est plus convaincu que moi de cette vérité. Mais permettez-moi de désirer très fortement que cette paix soit signée de votre main dans Constantinople. C'est-à-dire, je suis un homme de paix. Je crois que quand vous les aurez tous exterminés jusqu'au dernier, et que vous occuperez enfin Constantinople, à la place des Turcs, on pourra faire la paix. C'est beau, hein, c'est beau. On ne le croirait pas. 11 août 1770. Nous sommes actuellement dans la plus belle saison du monde. Voilà un temps charmant pour battre les Turcs. Et c'est reparti. Est-ce que ces barbares attaqueront toujours comme des hussards ? Ne se présenteront-ils jamais bien serrés pour être enfilés par quelques-uns de mes chars babyloniques ? Je voudrais avoir du moins contribué à vous tuer quelques Turcs. On dit que pour un chrétien, c'est une œuvre fort agréable à Dieu. Le voilà chrétien. Cela ne va pas avec mes maximes de tolérance. Mais les hommes sont pétris de contradictions. Et d'ailleurs, votre Majesté me tourne la tête. Comme c'est joli. Encore une fois, madame, quelques nouvelles par charité, des 5 ou 6 villes prises, des 5 ou 6 combats gagnés, ne serait-ce que pour faire taire l'Empire. 5 ou 6 villes prises. Vous savez ce que c'est qu'une prise de ville en guerre ? Au duc de Richelieu, 15 août 1770. Il ne m'appartient pas de parler des tracasseries de la France, je m'intéressais fort à celle des Turcs, c'est-à-dire que je souhaitais passionnément qu'on les chassât de l'Europe. J'entends dire que ces circoncis ont repris le Péloponnèse. En ce cas, je me raccommoderai avec eux, car j'ai établi des débris de Genève, une petite société qui est forte en relation avec Constantinople. Est-ce que tout le monde a compris ? Ça veut dire que si jamais le vent tourne, on peut ouvrir un petit comptoir pseudo-genevois à Constantinople. C'est au même qu'il écrit, c'est Richelieu qui voulait vendre ces trucs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était absolument pas dupe, il était d'un cynisme achevé. 12 septembre 1770. Mon armée ira tout droit au ciel, puisque c'est une œuvre méritoire. Non, c'est Catherine qui écrit à Voltaire. Mon armée ira tout droit au ciel, puisque c'est œuvre méritoire pour des chrétiens que de tuer des Turcs. Alors là, vraiment, la religion chrétienne, à leur sauce, c'est quand même quelque chose. Les musulmans disent que les 2 dernières batailles leur coûtent près de 40 000 hommes. On rigole pas, hein. Cela fait horreur, j'en conviens, mais quand il s'agit des coups, mieux vaut battre que d'être battu. N'est-ce pas ? Je n'oserais après cela vous demander, monsieur, si vous êtes content.
Parce que quelque amitié que vous ayez pour moi, je suis persuadé que vous ne sauriez voir le malheur de tant d'hommes sans en sentir de la peine. Hein? Et il répond, est-ce bien vrai? Suis-je assez heureux pour qu'on n'ait pas trompé? 15 000 Turcs tués ou faits prisonniers près du Danube, et cela dans le même temps que les troupes de votre majesté impériale entrent dans Pérékop. Cette nouvelle me vient de Vienne, puis-je y compter? Mon bonheur est-il certain? La dernière, après on ouvrira la discussion si vous voulez. Il écrit au roi de Prusse le 28 octobre 1773. Quand je vous suppliais d'être le restaurateur des beaux-arts de la Grèce, parce qu'il s'agissait de chasser les Turcs de Grèce, entre autres, Constantinople aussi, mais en l'occurrence de la Grèce où on parlait grec, ma prière n'allait pas jusqu'à vous conjurer de rétablir la démocratie athénienne. Je n'aime point le gouvernement de la canaille. Voltaire a posté des dizaines de milliers de lettres à travers toute l'Europe. On n'a pas fini de lire. On n'a pas fini de lire. Incidemment, je vous ai expliqué qu'il était immensément riche. Il ne payait pas la poste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient exemptés de la poste, c'était les seigneurs, c'était les puissants pour tout un tas de raisons. D'ailleurs, vous savez, la franchise postale, ça s'explique pour des raisons d'activité X ou Y. Donc il se mettait derrière des gens qui avaient la franchise postale pour ne pas payer ses lettres. Parce que je vous dis pourquoi il aurait payé ses lettres. Et il s'est débrouillé pour ne payer aucun impôt sur les domaines qu'il a achetés, à côté de la Suisse. Voilà pour Voltaire. Donc j'aurais pu vous en mettre comme ça, je vous en ai mis 10 pages, j'aurais pu vous en mettre 25 ou 30, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Donc c'est ce que je vous ai proposé, le Voltaire de la tolérance, les armes à la main, le Voltaire de la régence qui lèche les bottes des tortionnaires, de pauvres gamines de 15 ans, et qui... Enfin voilà, c'est un personnage, je ne comprends pas qu'on le défende. Je ne comprends pas qu'on le défende. Mon avis, si, enfin je comprends qu'on le défende, mais on le défend si on ne l'a pas lu. Si on lit Candide et qu'on lit certains passages de Candide, ça peut sembler amusant, mais voilà. Voilà ce que j'ai découvert de Voltaire. Je peux vous raconter éventuellement tous les mensonges qu'il raconte sur Damien, les mensonges qu'il raconte sur l'archevêque de Paris, les mensonges qu'il raconte sur tout, chaque fois qu'il écrit sur quelque chose, il ment. Il ment, admettons que ce soit pour la bonne cause, la tolérance. Vous avez compris ce que c'est que la tolérance pour Voltaire? Voilà. Donc je vous remercie et je répondrai volontiers à vos questions, ou alors on peut animer, pas forcément moi qui réponds aux questions, on peut également voir entre vous, si vous voulez, qu'une discussion s'installe.